Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Votre vie professionnelle vous a parfois contraint à fréquenter de drôles d'oiseaux. Ils n'ont pour vous aucune importance à côté d'autres beaucoup plus authentiques. Vous prenez aujourd'hui la plume justement pour les défendre dans un dictionnaire. Bonjour Alain Bougrain-Dubourg. Bonjour Jacques Pessis, heureux de vous retrouver. Oui, car vous étiez venu au début des clés d'une vie. Oui. Et maintenant vous êtes le 1100e invité. Voilà. Ouf. Le temps passe. Alors ce dictionnaire amoureux des oiseaux qui paraît chez Plon évoque cette passion et ce travail quotidien auprès des oiseaux. Mais le principe des clés d'une vie, vous le savez mieux que personne, c'est d'évoquer votre parcours à travers des dates clés. Donc j'en ai trouvé 4. Et la première, c'est le 7 mars 1975, vos débuts d'animateur télé dans cette émission. Télescope. Et vous apprenez à des enfants comment construire un masque de chat. Incroyable. Et oui, je me souviens. C'est drôle. Et vous étiez avec une dessinatrice marionnettiste, Noël Lavrèvre. Exactement. Oui, je me souviens des premiers pas dans les médias avec émotion, parce qu'en plus, j'étais d'une timidité incroyable et en même temps, comme beaucoup d'autres, tellement attiré par la capacité de faire passer un message, d'échanger, de raconter, de parler. Et il se trouve que l'émission va évoluer, puisque quand on prend au fil des semaines Télescope, vous parlez de sujets dont personne ne parle à l'époque, la pollution marine et l'écologie à travers les tortues. Mais oui, ça me sont des souvenirs qui remontent, Jacques. C'est étonnant que vous ayez trouvé tout ça, mais c'est vrai que maintenant, j'ai le cuir un peu tanné et l'âge aussi aidant. Et dès mon enfance, je crois, j'ai été touché par les questions environnementales. Et à l'époque déjà, on alertait. C'est pour ça que quand on semble découvrir aujourd'hui des réalités dont on parle depuis si longtemps, la maltraitance de la planète, je trouve ça affligeant. Oui, alors justement, votre découverte de la nature, je crois que c'est le Muséum d'histoire naturelle de La Rochelle. Oui, effectivement, j'étais pensionnaire juste à côté. J'avais 11 ans. C'est petit d'être envoyé en pension à 11 ans. Alors, c'était pas les pensions du 19e siècle en Angleterre, mais quand même, j'étais isolé, un peu seul. Et il y avait juste à côté le Muséum d'histoire naturelle. Et donc, j'allais me promener dans les couloirs de ce muséum, et les préparateurs ont accepté de me prendre sous leur aile et m'ont initié à la découverte des oiseaux, bien sûr, mais surtout à celle des serpents et des rapaces, qui à l'époque étaient des mal-aimés. On clouait les chouettes sur les portes des granges, on utilisait des pièges à mâchoires, que sais-je encore, pour les tuer, ces rapaces. Puis les serpents, n'en parlons pas. Je trouvais ça séduisant. Plus tard, j'ai lu le poème de Victor Hugo qui dit j'aime l'ortie et j'aime l'araignée, je crois que c'est ça, parce qu'on les hait. Eh bien, spontanément, j'avais un peu la même réaction à l'égard des serpents et des rapaces. Et c'est à cette époque, Alain Bougrain-Dubourg, que vous avez appris à baguer des animaux. Oui, parce que les préparateurs m'ont amené dans des lieux magiques qui, pour moi, s'apparentaient à l'exotisme le plus lointain. C'était notamment des colonies de hérons au lac de Grandlieu, plus au nord de la Charente-Maritime, où là, il y avait des concentrations d'oiseaux extraordinaires. Et on arrivait en marchant dans les marais, c'était pas évident. On baguait les oiseaux, alors ils recrachaient ces plaintes d'éjection, c'était particulier, avec une odeur un peu nauséabonde. Mais quel bonheur! Là, j'étais dans mon élément, à la fois découvrir des oiseaux et puis les toucher, quoi, être en proximité avec le vivant sauvage. Oui, et puis toucher aussi dans le musée, c'était un privilège, parce qu'à l'époque, on ne pouvait retoucher à rien. Aujourd'hui, il y a des promenades guidées avec des Oui. cahiers pour enfants, des jeux, mais c'est tout à fait nouveau. Ah oui, tout à fait. Donc j'étais un privilégié, j'étais dans les coulisses, en vérité. Et puis, il y avait l'île de Ré, où vous alliez chaque été. Île de Ré, d'ailleurs, où la plage, on ne le sait pas assez, a servi de décor pour le tournage du film Le Jour le plus long. Oui, et moi j'étais gamin et je me souviens très bien, en rentrant du lycée Eugène Fromentin à La Rochelle, où j'étais, donc on prenait le bac à l'époque, et à Rivedoux, le premier village de l'île de Ré quand on arrive, eh bien il y avait, c'était Jeanne Huquin, je crois, qui avait fait le film Le Jour le plus long, et toute la plage avait été transformée en zone de débarquement. C'était mais fascinant pour nous, d'autant plus fascinant
pour les gamins que nous étions, c'est que de face, c'était éblouissant de réalisme. Et puis dès qu'on passait un peu le décor, on voyait tous les décors, que c'était du carton-pâte, que tout ça n'existait pas, donc c'était fascinant. Et la guerre, justement, votre père a été un résistant célèbre, il a été au service de la résistance sous un pseudonyme, qui est devenu votre prénom, Alain. Oui, parce que mes parents étaient recherchés par la Gestapo. Ils sont passés entre les mailles du filet. Ça a été... vous savez, j'aime pas l'expression une guerre admirable. La guerre est rarement admirable, elle est tragique toujours. Ils ont été obligés de prendre des faux noms. Et il y a eu Monsieur et Madame Alain. Et en souvenir de cette époque terrible, ils ont voulu que je m'appelle Alain, mais avec 2 L. Alors ça a été très dur à porter parce que le nom de famille Alain prend 2 L. Et donc moi je rentre mauvais élève et quand je rentrais avec mon carnet de notes, on écrivait Alain avec un L, mes professeurs. Et mon père me disait t'es même pas capable de faire écrire correctement ton nom. Ça a été une épreuve. Et vos parents se sont mariés une nuit avant d'aller à Londres, subrepticement pendant la guerre. Oui, c'est juste. Alors qu'ils étaient recherchés par les Allemands. Et voyez-vous, sans m'attarder sur ce thème, un jour j'ai posé la question qu'on se pose tous à mon père. Est-ce que j'aurais été résistant ou collabo? Je n'en sais rien, mais ça m'a taraudé cette question. Qu'est-ce que j'aurais fait en pareille circonstance? J'ose croire qu'avec mon parcours, j'aurais été plutôt du côté des résistants. Mais mon père m'a dit un truc extrêmement émouvant. Il m'a dit, évidemment, j'ai pleuré en entendant l'appel de De Gaulle, en entendant la Marseillaise, j'étais imprégné de ma patrie et de sa fragilité, mais on était jeunes et on était fous. Et il me disait, on savait bien qu'on risquait la mort, les camps, les camps peut-être ne le savaient-ils pas encore, mais voilà, ils risquaient le pire. Mais c'était la jeunesse qui les portait. Et je dois dire qu'un résistant qui n'a pas démérité puisse dire que, en fait, c'est la jeunesse qui l'a activé peut-être davantage que le courage, je trouve ça extrêmement élégant. Je pense qu'il y avait du courage et de la jeunesse. Et après la guerre, votre père, Alain Bougrain-Dubourg, a été le benjamin des députés de l'Assemblée constituante. Et il y a une chose, il a été le premier à parler d'un ministère des anciens combattants. Oui, c'est exact. Je vois que vous êtes très bien renseigné. C'est vrai, oui. Bon, alors la politique, pour vous, c'était pas ça. Le journalisme, en revanche, ça a commencé très jeune, dans un journal, le Bulletin des jeunes amis des animaux. Oui, c'était le club des jeunes amis des animaux avec Jean-Paul Stégère, qui était un garçon que vous avez connu, Jacques, oui. Qui était admirable et qui s'est fait connaître alors qu'il était tout jeune et il adorait les animaux et il s'était fait embaucher aux abattoirs de la Villette pour témoigner de l'horreur de l'abattage. Et il avait été trouvé Brigitte Bardot juste après, pour lui dire, Madame, il faut vraiment que vous interveniez. Et Brigitte avait fait 5 colonnes à la une avec Jean-Paul pour dénoncer les méthodes employées. Et c'est ainsi que les premiers pistolets d'abattage, qui ont remplacé finalement des matraques, on va dire, ont été installés grâce à Jean-Paul Stégère et à Brigitte Bardot. Ouais, et il avait une carte de vœux chaque année où il posait avec Arthur, son chien. Oui, exact. Oui, il nous manque bien. Il a créé le club des jeunes amis des animaux, auquel j'ai adhéré évidemment depuis mon lycée à La Rochelle. Voilà, alors de vos premiers animaux, c'était des reptiles, des rapaces et puis d'autres animaux. Je crois un jour qu'il y a eu un scandale parce que vous habitiez chez vos parents, il y a eu un renard dans le salon, Alain Bougrain-Dubourg. Oh, il y a eu un renard, effectivement, puis il y avait surtout des serpents. Et figurez-vous qu'un jour, alors que mes parents croisaient sans arrêt, venaient à la maison des ministres, des ambassadeurs, que sais-je, il y a un serpent qui est parti et la femme de ménage, il y avait une personnalité qui devait arriver dans le salon dans l'instant, a mis une casserole avec un tissu par-dessus et le serpent est resté sous cette casserole, le pauvre malheureux. Pendant tout l'entretien, personne ne l'a jamais su. Et plus tard, vous avez eu un crocodile et dans votre premier appartement, la concierge, je crois, a fait le ménage et dit tiens, un crocodile. Oui, tout à fait. En fait, c'était un bébé alligator qui avait été offert bêtement, enfin, ça se faisait à l'époque comme
cadeaux, gadgets à des gens qui se mariaient. Et ces gens-là, ça ne savaient pas trop quoi en faire. Donc, ils me l'ont donné et moi, je l'ai gardé à la maison. Il vivait là, il dormait parfois dans mon lit, il faisait près d'1,50 m. Il a fallu que je m'en sépare. Il est parti aux eaux de la Flèche, chez Jacques Bouillot. En même temps, tout ça vous a empêché de bien travailler à l'école. Ouais, ça m'a empêché parce que j'étais tellement passionné, puis malheureusement, j'avais pas le goût de la scolarité. Je me sentais confiné, alors que l'histoire me passionnait, la géographie m'enthousiasmait. C'était des horizons lointains qui invitaient aux escapades vers la nature. Non, tout ça, je ne l'ai pas eu. La culture, je ne l'ai pas eu non plus. J'ai bac-1. J'ai été obligé d'abandonner par lâcheté probablement, ou par réalisme, parce que je pouvais pas aller plus loin. Oui, vous êtes allé beaucoup plus loin quand même, et on va évoquer une autre date importante dans votre vie, le 9 décembre 1969. À tout de suite sur Sud Radio avec Alain Bougrain-Dubourg. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Alain Bougrain-Dubourg. Nous parlerons tout à l'heure de ce dictionnaire amoureux des oiseaux que vous publiez chez Plon. C'est de votre vie, les oiseaux, et pas les drôles d'oiseaux. Le 9 décembre 1969, vous faites partie des 24 lauréats de la Fondation de la Vocation à la Maison de la Radio. Vous vous en souvenez ? Ah oui, c'est un grand moment d'émotion. Et en fait, c'est Jean Rostand que j'avais rencontré. J'ai 3 secondes pour vous raconter la rencontre avec Jean Rostand, ce grand savant qui était délicieux derrière sa moustache blanche et sa pipe. Et je me souviens que la première fois que j'ai été le voir, il était académicien, biologiste, un grand seigneur. Il accepte de me recevoir. Et je plaide en faveur des serpents en disant... Parce qu'il me dit, mais pourquoi vous vous intéressez aux serpents? Je lui dis, mais maître, vous ne réalisez pas, il faut établir une communication avec ces animaux qui n'ont pas la capacité de s'exprimer. Un serpent, il n'a pas de paupières, il a une écaille qui lui recouvre l'œil, alors ça lui donne un regard fixe, il n'a pas de membres pour exprimer son bonheur comme un chien ou que sais-je. En oubliant, bien sûr, que je m'adressais à l'un des plus grands biologistes du moment qui savait tout ça. Et il avait trouvé que, finalement, mon intervention était plutôt bien. Il m'avait dit, vous reviendrez quand vous voudrez. Et je suis revenu 15 jours après parce que tous les dimanches, il y avait une réunion où il invitait le dernier auteur à la mode, le directeur du muséum, que sais-je. Et il me présente en disant « Je vous présente Monsieur Bougrain-Dubourg qui est naturaliste en herbe. » Et moi, j'avais pris l'assurance et je lui dis « Non, maître, pas en herbe, en herpétologie. C'est l'étude des serpents. Je savais pas ce que ça voulait dire en herbe. » En devenir. Et donc Jean Rostand très gentiment m'a dit il faut que vous vous présentiez à la Fondation de la Vocation. Il était membre du conseil et c'est comme ça que je me suis présenté et j'ai rencontré Marcel Blostein-Blanchet, le patron de Publicis, qui m'a fait confiance et j'ai été reçu. Et pour moi, ça a été le premier diplôme véritable, la première reconnaissance. Et j'ai jamais quitté la Fondation. Aujourd'hui, je continue d'être vraiment en proximité. J'ai été administrateur. Voilà, je m'occupe également des dossiers sur la nature. Quand Jean Rostand est mort, c'est lui qui s'en occupait. Blostein-Blanchet m'a proposé de prendre la place, ça m'a beaucoup touché. Et j'entretiens avec Elisabeth Badinter une sincère amitié. Il se trouve que Marcel Blostein-Blanchet a créé cette Fondation de la Vocation à la suite d'un vœu. Pendant la guerre, il a dit, si j'en réchappe, il était à Londres, je créerai quelque chose pour aider les jeunes. Oui. Et c'est devenu une tradition. Et il a aidé, mais des gens, il y a Yves Coppens, bien sûr, et tant d'autres qui ont été aidés grâce à la Fondation de la Vocation. Et d'ailleurs, le dossier était très compliqué parce que vous rencontriez même un psychiatre, je crois, pour établir votre dossier. Alors, il y a eu ça, mais surtout, j'ai rencontré un psychiatre. C'était vers la même période, alors que j'avais été intégré dans l'armée. Et j'avais été envoyé au ministère des Armées. Mais j'avais amené des serpents dans un sac. J'étais dans un bureau tout seul en train d'observer mes serpents avec bonheur. Il y a un gradé qui a ouvert la porte, qui m'a vu là, qui m'a dit « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Bon, et je me suis retrouvé immédiatement embarqué au Val-de-Grâce.
pour problèmes psychiatriques et j'ai été réformé avec 33% d'invalidité mentale. Le plus humiliant, c'est qu'on m'a indiqué que si la France était en guerre, on ne ferait pas appel à moi. Alors, fils d'un résistant, ça a été très très mal vu à la maison, mais voilà, c'est ainsi. C'est ainsi. Alors, la fondation de la vocation Alain Bougrain-Dubourg vous a permis finalement de faire le premier pas pour rentrer ensuite à la télévision. Parce que les animaux, on en parlait avec Frédéric Rossif, et cette émission, La vie des animaux, que vous avez connue. Oui, bien sûr. Qui était extrêmement discutable sur le plan de la qualité des propos tenus, mais c'était magique parce que c'était une invitation à la découverte de tout ce que nous ne connaissions pas. Ne pas oublier qu'à l'époque, enfin un peu plus tôt, mais Cousteau, par exemple, va révéler ce qu'on n'a jamais vu. C'est-à-dire, mettant une caméra sous l'eau, il va nous montrer en couleur comment vivent les poissons. Il faut penser à un autre temps. Voilà, on a des caméras partout maintenant, mais c'était magique. Oui, et c'était Claude Darget qui faisait le commentaire, qui avait un chien qu'il appelait Arsouille, et il l'avait dressé, et chaque fois que Zitrone apparaissait dans un couloir, il disait à l'Arsouille, fais Zitrone, et le chien se couchait. C'était extraordinaire. Alors, les premières chroniques animalières, c'était 1 sur 5 et des animaux et des hommes. Vous avez vraiment progressé petit à petit à la télévision, Alain Bougrain-Dubourg. Ah oui, 1 sur 5, c'est Patrice Laffont qui très gentiment m'a proposé. Alors à l'époque, Patrice était l'un des premiers à mettre en scène avec le petit rapporteur un collectif d'intervenants. Ça se faisait pas tellement à l'époque. Et Patrice avait proposé à Laurent Bromède, aux frères Bogdanov, à moi-même et à d'autres, chacun dans notre secteur, de nous exprimer. Et pour moi, ça a été formidable, quoi. Et l'émission la plus importante, c'était Terre des Bêtes, parce que vous avez proposé des reportages du monde entier à une époque où c'était pas évident de les récupérer. Tout à fait. Et là, j'avais peu de moyens, mais on arrivait à se débrouiller. Et avec Terre des Bêtes et avec Animalia, j'ai pu courir le monde, de la Chine à l'Amérique du Sud, en passant par l'Antarctique, etc. Rencontrer des gens exceptionnel. J'ai le souvenir d'avoir interviewé, mais très très longuement, Indira Gandhi en Inde, 3 semaines avant qu'elle soit assassinée, le prince Philippe à Édimbourg et bien d'autres pour parler des problèmes d'environnement. Et puis, je pouvais me rendre avec les plus grands scientifiques du moment sur le terrain ou avec de modestes bergers, mais qui connaissaient leurs bêtes mieux que quiconque. Donc, à la fois, j'avais ce bonheur formidable de vivre une passion, mais plus exceptionnel encore, la capacité de partager cette passion. Vous savez, quand on voit un coucher de soleil, c'est tellement beau. Si vous le regardez tout seul, c'est frustrant. On finit par douter même de la beauté du paysage. Ça se partage, la beauté. Et moi, je pouvais partager avec les téléspectateurs. Et avec des sujets toujours d'actualité, il y a un reportage qui est Sauvons nos derniers ours, qui est toujours d'actualité, Alain Bougrain-Dubourg. Et oui, malheureusement, on est loin du compte. J'en ai parlé avec le président Macron, qui m'a dit qu'il n'était pas question de réintroduire des ours, alors que les populations sont devenues extrêmement fragiles, et surtout alors qu'on a réalisé des sondages, y compris en local, qui prouvent que les gens sont favorables à la réintroduction et au maintien des ours dans les Pyrénées. D'ailleurs, aux États-Unis, il y a une journée des ours depuis 2007 qu'on a essayé d'implanter en Europe et ça n'a jamais marché. Non, ça n'a pas marché parce que on est radical. En fait, on est les dominants. Pas question qu'il y ait de prédateurs supérieurs, pas question d'ours, de loups, de lynx, tout ça est mal vu. Alors, vous avez vécu quand même des moments compliqués avec cette émission Terre des Bêtes. Vous avez changé de case horaire régulièrement. C'est-à-dire, vous êtes retrouvé à 14h, ensuite à 17h40, le samedi, le mercredi. Enfin, ça a été une pagaille totale. Oui, c'était pas stabilisant, mais en même temps, avec le recul, je constate qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont vu. Et quand je parlais de partage à l'instant, je vois bien des biologistes, des vétérinaires, des chercheurs qui me disent: on a vu Terre des Bêtes ou on a vu Animalia à l'époque, ça nous faisait rêver. Et on s'est engagé dans cette démarche de cohabiter au mieux avec le vivant sauvage parce que on a vu ces émissions
et par conséquent, même si elles ont été décalées, déplacées, que c'était pas toujours satisfaisant, je pense qu'elles ont eu de l'impact. Et puis, Jacques, je vais vous dire une chose, j'ai dû faire plus de 30 ans de télévision, toutes les semaines, et chaque semaine, j'étais étonné encore d'être présent à l'antenne. C'était pour moi miraculeux, c'était une chance exceptionnelle, donc quand ça s'est arrêté, tristement évidemment, je me suis dit que j'avais plus de chances d'avoir vécu tout ça que de regrets à voir que ça s'arrête. Et je crois que ça s'est arrêté parce qu'un directeur de la télévision était chasseur et pas du tout d'accord avec vous. Je vois que vous connaissez les dossiers, c'est Gouilloux-Beauchamp. Oui. Qui était un disciple du président Giscard d'Estaing, avec lequel, lui, je m'entendais très bien. C'était un chasseur responsable, avec qui on a souvent parlé de la nature, et qui était... J'ai été inauguré beaucoup de choses avec lui, du côté de Clermont-Ferrand, enfin bon... Et voilà, et malheureusement, Gouilloux-Beauchamp était également un chasseur, mais lui ne m'aimait pas, et il a dit, si je vois Bougrain-Dubourg dans les couloirs, je sors mon fusil de chasse. Alors évidemment, c'était une boutade, mais je peux vous assurer que tous les collaborateurs ont compris le message. Voilà, et vous avez été indemnisé en vous donnant un peu d'argent, donc pas mal de balles. Oui. On va continuer à évoquer votre parcours à travers une autre date importante, le 15 novembre 2001. A tout de suite sur Sud Radio avec Alain Bougrain-Dubourg. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Alain Bougrain-Dubourg, dictionnaire amoureux des oiseaux chez Plon, on en parle dans quelques instants, mais on revient au 15 novembre 2001, la sortie de ce CD. Étrangement, c'est lorsque la pluie cessa enfin de tomber... Les animaux de l'Arche, avec Alain Bougrain-Dubourg, 15 comédiens et Philippe Noiret. Ça, c'est un événement, un conte musical. Incroyable. Alors, figurez-vous que j'avais écrit ce conte, je sais pas, j'avais envie d'écrire ça, et il s'agissait de faire parler Noé avec les animaux. Et chaque animal y allait de son couplet, de ses revendications. Et évidemment, Noé avait un rôle très important. Et je me suis dit, il y a un homme qui ferait une voix extraordinaire pour ça, c'est Philippe Noiret. Seulement, je le connaissais pas. J'ai réussi à avoir son adresse. Je lui ai envoyé mon texte et il m'a rappelé, mais adorable. J'étais sidéré, pétrifié, me disant, ok, je vais faire Noé, ça me plaît bien, votre texte, je vais le faire. Il a enregistré le truc en 1 heure, évidemment. Il n'y avait aucune reprise. C'était admirable. Et j'en garde un très, très beau souvenir. Et le CD est sorti, d'ailleurs on le trouve encore sur Internet, chez Frémaux Associés, et c'était un conte écologique avant la lettre. Oui, parce que, en vérité, chaque animal, chaque espèce plaidait sa cause, mais ça m'amène à une réflexion importante, Jacques. Dans cette histoire de Noé, on croit naïvement qu'il faut un mâle et une femelle pour pérenniser une espèce, et donc en embarquant le maximum de couples, on pourra sauver la faune sauvage. En vérité, dans la nature, ça se passe pas comme ça, parce que figurez-vous qu'il y a des animaux qui, au-delà d'un certain nombre, considèrent qu'ils ne sont pas assez nombreux pour envisager de donner la vie aux générations futures. Vous avez le pigeon migrateur américain qui était l'oiseau le plus nombreux au monde, qui a disparu, et pourtant en 1914, c'est une femelle, dernier oiseau, et pourtant il restait quelques couples avant, dans la nature, quelques dizaines de milliers, eh bien ils ont décidé d'arrêter de se reproduire. Et ça, je trouve ça bouleversant. Et en même temps, on peut le comprendre. Alors, l'Arche de Noé, c'est quand même un grand mystère parce qu'il y a encore des gens qui cherchent la trace de l'épave au nord-est de la Turquie ou sur le mont Joudi. Oui. Et en fait, on a découvert un récit du déluge de l'Arche de Noé, non pas dans la Bible, mais sur des tablettes cunéiformes de Mésopotamie vers 1700 avant Jésus-Christ. Incroyable. Alors, allez savoir, est-ce que c'est un gigantesque tsunami? Est-ce que quelqu'un aurait voulu sauver quelques animaux à cette occasion? Est-ce que c'est inventé de toutes pièces? C'est très intéressant en tout cas. Alors la chute quand même, Noé qui devient vigneron, qui termine comme un poivreau, bon,
un peu étrange. Mais voilà. On ne saura jamais, je pense. Ah, jamais. Alors la mer, justement, vous avez commencé à vous y intéresser, Alain Bougrain-Dubourg, avec la vice-présidence de l'Observatoire des marées noires en 2000. Oui, c'était au lendemain de l'Erika, où on a eu vraiment une catastrophe considérable, puisqu'il y a eu près de 150 000 oiseaux qui ont été touchés, principalement des... Sur 400 km, hein. Oui, sur 400 km, avec un fioul extrêmement lourd, c'est-à-dire que l'essentiel des oiseaux coulaient avant d'atteindre les côtes, et puis ceux qu'on arrivait à récupérer, ils étaient tellement englués que c'était extrêmement difficile. Et je dois dire qu'il y a eu un élan de solidarité, mais remarquable. Je rappelle qu'on est en décembre, on est en pleine période des fêtes, décembre et janvier, et beaucoup de gens ont abandonné les fêtes, la famille et autres, pour venir au secours des oiseaux. On en a sauvé une infinité, quelques milliers d'oiseaux, ce qui est très peu, et on peut se poser la question, est-ce que ça valait la peine d'investir autant d'argent, de temps, d'énergie pour quelques oiseaux ? La réponse est simple. Moi, j'ai été sur place. Est-ce qu'on aurait pu concevoir une seconde de rester le cul assis sur la dune en train de regarder agoniser ces pauvres bêtes? La réponse était non. L'autre chose intéressante peut-être, c'est que ça nous a conduit à avoir de l'expérience pour le traitement des marées noires. Et par exemple, il y a maintenant un plan Polmar, pollution marine, dans lequel la LPO est intégrée évidemment, qui donne aux différents acteurs la capacité d'agir de façon très rationnelle en cas de marée noire. Et ce modèle a été repris dans bien d'autres pays aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle le préjudice écologique. Alors, le préjudice écologique, c'est une initiative que j'ai lancée à l'époque parce que j'étais révolté de constater qu'on indemnisait les assurances le vivant commercial, c'est-à-dire les crustacés, les coquillages, le manque à pêcher, les poissons et tout. Mais le vivant non commercial, c'est-à-dire la tortue, l'oiseau ou le phoque, on s'en occupait pas. Et donc, avec mon avocat de la LPO, Kelly Jean, je lui ai dit, il faut qu'on trouve une formule, et on appelait ça le préjudice écologique. Et on s'est battu pendant 10 ans contre Total, en allant jusqu'en cassation pour imposer ce préjudice. On a gagné, et je suis fier de constater qu'il est dans le Code civil maintenant. Il y a eu aussi une autre catastrophe écologique, c'était le Torrey Canyon, et Serge Gainsbourg l'a chanté. 120 000 tonnes de pétrole brut, 120 000 tonnes. Dans le Torrey Canyon. Vous ne connaissez pas cette chanson? Absolument pas. Et il a appris la catastrophe, il était à Londres dans un studio, il a immédiatement écrit les paroles et enregistré la chanson. Incroyable! Je me souviens bien du Torrey Canyon, ça a été une horreur pour la réserve des Sept-Îles en face de Perros-Guirec. Ouais. Alors, il était venu à Londres pour enregistrer une autre chanson, ça vous dira quelque chose? Dans la même séance, il y a Brigitte Bardot et chante comme Incroyable! Oh, je vais lui raconter. C'est étonnant parce que vraiment, Brigitte Bardot, ça a été 7 ans de vie commune et finalement, une mise en lumière qui vous arrangeait pas. Non, parce que, enfin, en vérité, moi j'aime bien l'intimité et c'était une façon de s'exposer, qu'on le veuille ou non. Brigitte était poursuivie par les paparazzi. On pouvait pas aller dans un restaurant, se déplacer sans qu'il y ait une meute de photographes. Je comprends pourquoi elle a pété les plombs parfois. Parce que c'était insupportable, insupportable. Et à l'époque, vous êtes connu lorsque elle a lutté contre le massacre des bébés phoques. Oui. Et finalement, vous aviez des passions communes. Oui, c'est comme ça qu'on s'est retrouvés, notamment sur la banquise à Blanc-Sablon, au Canada, où elle était venue plaider la cause des bébés phoques. Et elle s'était heurtée à une presse extrêmement violente à son égard, qui l'a taxée de vouloir exister à travers la protection animale, faute de s'exprimer au cinéma, alors qu'elle avait tout simplement choisi d'arrêter le cinéma, et que c'était assez injuste
de lui faire ce procès où elle aurait voulu apparaître dans la presse, alors que n'importe quel journaliste qui voulait avoir une interview de Brigitte, mais il avait beaucoup de mal. Donc si vraiment elle avait voulu exister, il y aurait... Et donc les journalistes, faute de pouvoir aller sur la banquise et constater le massacre des bébés phoques, se sont retournés contre Brigitte et ça a été une douleur pour elle. Oui, et en plus, bon, pendant ces années, vous vous êtes soutenus mutuellement parce que finalement, la protection des animaux, c'était pas du tout d'actualité. Oui, c'est vrai. Alors, en plus, je crois qu'on s'est apporté mutuellement. Elle réagissait avec ses tripes, son instinct, sa révolte. Et moi, j'étais plus dans le dossier, dans les moyens d'action, dans la meilleure manière de faire passer le message. Et donc, Brigitte a compris qu'il fallait aussi rationaliser ses propos. Et moi, j'ai compris qu'il ne fallait pas rougir de dire que la souffrance animale était intolérable. Voilà, on s'est apporté mutuellement les moyens de combattre, même si on a chacun gardé notre identité. Et la Fondation Bardot, sans elle, elle n'aurait jamais existé, avec n'importe quel autre nom. Ah oui, c'est incroyable. Et cette fondation qui est partie difficilement, enfin Brigitte a quand même vendu tous ses biens. Moi j'étais là aux enchères pour donner les moyens nécessaires à parce qu'il faut un pécule minimum pour créer une fondation. Et elle l'a fait, de même elle a donné la madrague. Enfin, elle a tout sacrifié pour son combat. Et aujourd'hui, sa fondation est présente dans je ne sais combien de pays du monde, fait un travail mais admirable. Et je crois qu'elle peut être fière de son engagement. Oui, et en même temps, tous les pays du monde, vous les connaissez, parce qu'en plus, vous avez beaucoup voyagé. Il y a eu les CD, la télévision, mais sur le terrain, pour toutes sortes d'occasions, y compris pour des manifestations, notamment dans le Médoc, contre le braconnage des tourterelles, vous étiez toujours là. Oui, les tourterelles dans le Médoc, ça a duré 20 ans. Et figurez-vous, alors en 2 mots, chaque année au 1er mai, en plein printemps, alors que la chasse est fermée, il y avait près de 8-9 000 chasseurs sur des pylônes qui tiraient les tourterelles qui arrivaient d'Afrique pour venir chez nous et dans le reste de l'Europe donner la vie. Et c'était un massacre. Ils en dézinguaient en 3 semaines, 1 mois, près de 30 000 sur les 70 000 qui passaient. Et moi, je pensais régler le problème rapidement en parlant à mes potes à la télévision, en disant c'est interdit, faites quelque chose, faites-le valoir. Ça a duré 20 ans et il a fallu que Brigitte Bardot, Sophie Marceau, Hubert Rive, Théodore Monod et bien d'autres viennent sur le terrain m'accompagner chaque année pour qu'enfin on reparle, et puis jusqu'à ce qu'un préfet décide qu'on arrêtait la plaisanterie. Voilà. Et le combat était d'autant plus difficile à Bougrain-Dubourg que la police veillait, et elle était contre vous plutôt que contre les chasseurs. Ah oui, c'est incroyable. Il y avait les CRS qui étaient là, mais personne ne voulait reconnaître... Une anecdote rapidement. Un jour, j'étais avec le sous-préfet en plein braconnage et il y avait un jeune qui nous suivait en voiture. Je dis au sous-préfet, mais c'est qui ce monsieur-là en costume? C'était un stagiaire de l'ENA. C'est-à-dire qu'on disait à l'administration, ben voilà, vous allez assister à une situation de crise tous les ans. Hein. Comme ça va vous faire un stage pour voir comment ça se passe, les conflits entre les écolos et les CRS. C'est quand même surréaliste. Et les chasseurs, je veux dire. Il fallait du courage pour mener tous ces combats. Il fallait en tout cas de la détermination, mais ouais, j'ai eu peur souvent, je vous le cache pas. Ah, vraiment? Oui, bien sûr. Je vais pas être... Je me souviens, j'allais aux toilettes 8 jours avant, toutes les 10 minutes, quoi. Ouais, ça fout la trouille, parce qu'il y a une grande violence. Et vous n'avez pas le sentiment, Alain Bougrain-Dubourg, d'avoir été en avance sur votre temps? Oh, écoutez, chacun a son époque, chacun a son moment. Oui, je pense qu'on aurait pu être plus nombreux à porter le message, mais aujourd'hui, je vois que les jeunes s'engagent. Je regrette qu'ils ne le fassent pas démocratiquement à travers le vote.
parce que ils ont perdu confiance dans les institutions, c'est dommage. Mais je vois qu'il y a beaucoup de mouvements de jeunes qui prennent le relais, qui veulent dessiner un avenir durable. Et vous avez aussi d'autres combats, notamment pour les oiseaux. On en parle avec une autre date, le 20 octobre 2022. À tout de suite sur Sud Radio avec Alain Bougrain-Dubourg. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Alain Bougrain-Dubourg, donc 20 octobre 2022, sorti de ce dictionnaire amoureux des oiseaux chez Plon. Et c'est vrai que les oiseaux, c'est votre passion de toujours aussi. Oui, je les ai connus singulièrement il y a un peu plus de 30 ans quand la Ligue pour la protection des oiseaux m'a demandé d'en assumer la présidence. Et je vous avouerai qu'à l'époque, je pensais avoir ni la compétence ni le temps. Il y avait 3000 membres et 3 salariés. Aujourd'hui, on est 65 000 membres, 8 000 bénévoles et 550 salariés. On est la première association naturaliste de France parce que on a dépassé le cadre de l'oiseau qui reste l'ambassadeur, mais on se préoccupe de toute la biodiversité. C'est vrai que c'était en 86, vous avez accepté pour 3 ans et vous êtes toujours là. Voilà, exactement. C'est incroyable comment vous connaissez le dossier. Hein. Alors, finalement, ce dictionnaire des oiseaux, c'est la conséquence de tout ça. C'est la conséquence de tout ça. Et puis, bon, j'ai beaucoup écrit. J'écris toutes les semaines dans Charlie Hebdo et ailleurs. Et très franchement, pour un auteur, c'est un Graal que d'être qu'on vous propose un dictionnaire amoureux chez Plon. C'est une très très belle collection, extrêmement prestigieuse. Et l'intérêt de cette collection, c'est que l'auteur va choisir lui-même ses entrées, et les entrées doivent révéler une expérience, une émotion. C'est pas du tout comment ça marche un chardonneret. C'est vraiment, voilà, le chardonneret, il est victime de maltraitance, il est capturé parce qu'il a un chant admirable et qu'on le capture pour l'envoyer en Afrique du Nord, enfin, ou que sais-je encore, ma rencontre avec les manchots en Antarctique, où là, c'était un moment d'émotion, mais incroyable. Je suis en périphérie d'une colonie de manchots, assis sur un rocher, en train de prendre des notes, et je vois un manchot, puis 2, puis 3 qui arrivent vers moi. Alors je bouge pas mon crayon pour être sûr de ne pas leur faire peur, et puis avec un culot incroyable, ils viennent et me tirent le crayon, la feuille de papier. Quelle communion merveilleuse! Vous vous rendez compte? Un animal sauvage qui vient vers l'homme avec autant de confiance. Si je n'ai vécu que pour vivre cet instant, je suis un homme heureux. Alors, dans ce dictionnaire amoureux des oiseaux, Alain Bougrain-Dubourg, il y a des oiseaux que tout le monde connaît et d'autres dont on ignore tout, totalement méconnus. Par exemple, j'en ai repéré certains. Il y a le capaco, on connaît pas. Ah oui, c'est un perroquet. Ouais. Voilà, qu'on trouve du côté de l'Australie, Nouvelle-Zélande, qui est un oiseau qui a failli disparaître. Mais vous savez, en vérité, il y a 11 000 espèces différentes d'oiseaux. Donc, on peut ne pas toutes les connaître, ces espèces. Mais moi-même, je suis pas un grand ornithologue, et par exemple, je n'ai pas la capacité de mes collègues d'être en mesure d'identifier le chant des oiseaux. Une chose que alors j'en connais quelques-uns, mais une chose que j'aurais beaucoup aimé, parce que vous vous promenez dans la nature, vous êtes capable d'entendre le merle, le rossignol, le rouge-gorge, le roitelet, que sais-je encore, mais c'est un livre ouvert qui s'offre à vous, et je pense qu'on devrait l'enseigner à l'école. C'est une richesse extraordinaire, vous vous rendez compte? Ça ne coûte rien que d'être capable de décrypter les oiseaux. Quel bonheur en retour. Oui, et il y a un musicien classique, Olivier Messiaen, qui, lui, est parvenu à cela. Alors lui, il était tout à fait remarquable. C'était un grand ornithologue, un grand naturaliste, et je dois dire qu'il interprétait le chant des oiseaux, qu'il décryptait avec une rigueur exceptionnelle, de façon... moi, j'ai du mal
à apprécier parce que je trouve que c'est un peu dur, alors que je trouve que dans la nature, les chants sont beaucoup plus harmonieux. Mais je pense qu'il faut davantage travailler, écouter Olivier Messiaen pour être capable de l'apprécier comme il convient. Et dans ce livre, Alain Bougrain-Dubourg, il y a des idées reçues que vous combattez, notamment la chouette dont on a peur. Ben, c'est un animal très gentil, très tranquille. Oui, elle est le symbole de la sagesse, du reste, Athéna et Minerva en Inde et à Rome, en Grèce à Rome, et donc on l'avait retenu du reste comme animal emblème. On parlait du club des jeunes amis des animaux, et figurez-vous qu'un jour j'avais été voir Salvador Dali qui aurait accepté de peindre ou de dessiner une chouette avec le modèle, notre mascotte, une chouette Hulotte, que je lui avais amené. Mais j'avais amené également une jeune fille tout à fait belle, une Belge, qui s'occupait du club des jeunes amis des animaux là-bas, qui m'avait accompagné. Et quand on est arrivé, le grand maître nous a accueillis, nous a présenté l'oslo qui a failli manger la chouette. Et puis après, je le remerciais en disant, maître, quel bonheur que vous puissiez peindre cette chouette au profit de notre club. Il a dit non, mais je la peindrai que si vous me donnez la chouette ou la fille. J'ai regardé la fille qui avait pas du tout envie de s'offrir au maître. Quant à la chouette, il n'est pas question qu'on touche à une plume de la chouette Hulotte. Et du coup, il n'a jamais fait le portrait, alors que d'autres, si nombreux, l'ont fait. On avait demandé à plein de personnalités. Il y avait Buffet, il y avait Bourvil, il y avait Mitterrand, il y avait, tant d'autres qui ont dessiné la chouette, mais pas Dali. Et puis il y a le pigeon voyageur que vous évoquez, célèbre notamment au moment de la bataille de Verdun. Là aussi, c'est un oiseau à qui vous rendez hommage. Oui, parce que c'est le dernier pigeon voyageur à avoir au fort de Vaux passé et il s'y est pris à plusieurs reprises le barrage allemand pour essayer de porter et réussir à porter un message disant que le fort de Vaux était à l'agonie. Il fallait que les forces françaises viennent le soutenir, et ce pigeon a été récompensé, a été honoré. On va dire qu'il a reçu une forme de légion d'honneur. Il est empaillé et figure en bonne place dans l'histoire française. Et il y a un pigeon voyageur belge qui a été adjugé aux enchères pour 1 600 000 €. Oui, alors là, c'est complètement fou. Et sur les pigeons voyageurs, évidemment, ce sont les Belges, les gens du Nord qui ont la tradition de pratiquer ce sport, qui au passage est quand même terrible, parce que pourquoi les pigeons reviennent à la maison quand on les lâche à 100 km, 200 ou 300 km de là? Tout simplement parce qu'ils sont amoureux et qu'on les a séparés de leur bien-aimé, donc ils reviennent à tire-d'aile. Ça, on le sait pas trop. Mais autre chose sur les pigeons voyageurs, figurez-vous que les Chinois, alors qu'on est au 21e siècle avec les satellites et tout, ont considéré qu'il fallait renouer avec ces pigeons voyageurs. On fait des élevages dans l'armée chinoise parce qu'au fond, tout pourrait s'arrêter. La technologie, et s'il fallait communiquer en cas de guerre, de conflit, les pigeons resteraient l'usage le plus souhaitable. Oui, et ça marcherait mieux qu'Internet parfois. Sûrement. Alors, il y a aussi un autre animal dont vous parlez et qu'on connaît à travers une comptine. Alouette, gentille alouette. Alouette, gentille alouette, qui en fait est une comptine canadienne qui remonte au 19e siècle. On a trouvé sa trace dans un livre de chansons à Montréal en 1879, Alain Bougrain-Dubourg. Alors, ce qu'il y a d'étonnant dans cette chanson, qui a l'air tout à fait charmante, qu'on enseigne volontiers aux enfants et aux groupes, c'est les paroles. Je te plumerai la tête, je te plumerai le cou et la tête et le cou. Et on invite à une maltraitance incroyable. Et donc, moi, j'ai chanté Alouette, je te plumerai comme tout le monde, sans mesurer quand j'étais gamin ce que ça signifiait, mais c'est quelque chose d'horrible. Et aujourd'hui, cette pauvre Alouette, que quand j'étais enfant, je voyais souvent faisant le Saint-Esprit dans les champs et on la voyait en ombre. Aujourd'hui, elle s'est complètement effondrée. On en tire pas loin de 200 000 au fusil et on voulait tout récemment
autorisé le piégeage de 100 000 autres. Et en allant devant le Conseil d'État, on a pu faire interdire, il y a quelques mois, ce piégeage des alouettes des champs. Et puis, il y a des personnalités que vous évoquez dans ce dictionnaire amoureux des oiseaux, comme Jean-Paul Belmondo. On découvre qu'il était un amoureux des animaux et des abeilles. Oui, alors Jean-Paul, c'est étonnant parce que j'étais dans un restaurant et il m'a fait venir à sa table en me disant « Oh, je suis tellement content de te rencontrer, tu t'es bien battu pour les tourterelles avec toutes tes équipes, etc. » Moi, j'étais quand même extrêmement flatté devant cette superstar qui avait incarné tous les risques qu'on peut prendre dans la vie, qu'il ait pu trouver un quelconque mérite à mes combats. Et il a toujours été extrêmement sensible aux questions de la nature, très proche de Brigitte Bardot. Il venait au Noël des Bêtes organisé par Brigitte, ou par assistance aux animaux ou d'autres, la SPA. Et donc, voilà, son départ m'a beaucoup touché. Et puis, il y a une chanson aussi célèbre qui a fait scandale, mais qui parle des animaux, c'est celle-ci. Ouvrez, ouvrez la cage aux oiseaux, regardez-les s'envoler. Alors, chaque fois que Pierre Perret inaugure une école, il y a une cage et on l'ouvre, mais il n'y a pas d'oiseaux dedans. Non, mais en vérité, c'était une invitation à ouvrir la cage qui était dans... voilà, qu'on pouvait trouver ici et là à l'époque, avec c'était des serins souvent qu'il y avait dans ces cages. Or, ce sont des oiseaux qui étaient domestiqués. Et si on ouvrait la cage aux oiseaux, ils s'envolaient et ils ne savaient pas trouver leur nourriture eux-mêmes. Donc, ça a été un conseil très, très malvenu. Mais il y avait un autre personnage d'une autre manière, c'est Léonard de Vinci. Oui. Qui en Italie, enfant, ou plus tard, rachetait les oiseaux sur les marchés et ouvrait la cage pour les libérer. Mais là, il s'agissait d'oiseaux sauvages. Ah. Et Léonard de Vinci s'est inspiré des oiseaux pour créer ses premières machines volantes. Mais bien sûr, qu'il a jamais testé, du reste, a raison probablement, parce que ça c'était pas évident. N'empêche qu'il avait tout compris. Il avait déjà vu les hélicoptères et autres vols particuliers. Il a été le maître, le mentor de ce qu'on appelle le biomimétisme. C'est la manière dont on s'inspire de la nature, plantes et animaux, pour trouver des applications aux technologies humaines. Et puis, il y a quelqu'un aussi qui vole et à qui vous avez adressé un message de félicitations, c'est Thomas Pesquet, Alain Bouquin-Dubourg. Oui, parce que son équipe, alors qu'il était en train de tourner autour de la Terre, m'avait demandé, et à quelques autres, de lui adresser un message. Et je trouvais évidemment que c'était beau que dans le ciel, à la fois l'homme et l'oiseau se rejoignent de façon harmonieuse. Alors, vous évoquez aussi des noms d'oiseaux qu'on donne dans un autre genre, comme la poule mouillée ou beaucoup d'autres que je ne citerai pas. Ouais. C'est aussi une tradition. C'est une tradition et curieusement, l'oiseau a beaucoup inspiré. Dans les campagnes, peut-être, on regardait la nature pour trouver les formules d'usage et l'oiseau est extrêmement présent, souvent de façon malvenue, parce que il n'y a pas de raison. Tête de linotte, bon, c'est un petit passereau qui n'est pas plus inconséquent qu'un autre. Et puis, bon, vous évoquez dans ce livre, Dictionnaire amoureux des oiseaux, aussi une inquiétude, c'est le réchauffement climatique pour les oiseaux. Alors, très clairement, à la fois, il y a un constat dramatique, c'est que les oiseaux remontent de plus en plus au nord pour trouver satisfaction. Il y a un avantage apparent du moment, c'est que beaucoup d'oiseaux ne partent pas en migration. Je pense notamment aux cigognes blanches. Il y a près de 1000 cigognes, probablement plus, qui restent chez nous et qui vont passer tout l'hiver, qui ne partent pas en migration. Or, la migration est meurtrière. La première année après la naissance, 50% des oiseaux meurent parce qu'ils n'ont pas su franchir la Méditerranée, le Sahara, parce qu'ils se sont fait flinguer, que sais-je encore. Donc, grande mortalité. Et quand ils restent chez nous, évidemment, ils sont à la fois moins fatigués, et puis surtout, ils sont pas morts. Donc, ils vont pouvoir générer une descendance de façon meilleure.
Il y a beaucoup d'autres informations dans ces 540 pages de ce dictionnaire amoureux des oiseaux chez Plon que je recommande à celles et ceux qui nous écoutent. Et je forme le vœu d'ailleurs qu'il s'envole, mais dans les librairies. C'est tout ce qu'on peut dire pour l'instant. Merci infiniment, Jacques. Merci Alain Bougrain-Dubourg. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.